Donc on va passer au second dossier de cette conférence de neurologie de D4. Et on va commencer par la lecture de l'énoncé, une lecture analytique. Comme d'habitude, on va mettre en évidence les mots importants, ce qu'il faut retenir de l'énoncé. Première chose, le terrain. Homme, 56 ans. Homme, 56 ans, déjà, ça vous situe un peu le contexte. Homme de plus de 50 ans égale facteur de risque cardiovasculaire, je vous rappelle. Consulte aux urgences. Pourquoi il consulte? Il consulte pour céphalée. Motif de consultation, important, vous retenez. Céphalée chez un homme de plus de 50 ans. Brutal. Céphalée brutale depuis ce matin. Il s'agit d'un patient tabagique, hypertendu, diabétique. En gros, tous les facteurs de risque cardiovasculaire que vous pouvez imaginer. Donc là, c'est clairement un dossier de vasculaire. Un tabagique hypertendu diabétique qui vient pour céphalée, chez vous, ça doit vous évoquer en tout cas une hémorragie méningée, ça doit vous évoquer un hématome intraparenchymateux, un infarctus, tout ce que vous voulez. Mais ça sent un peu le vasculaire quand même. Il n'a pas avoir vu son médecin depuis bien 2 ans, ça veut dire HTA non équilibré, diabète non équilibré, pas d'observance, donc forcément il va falloir un moment que vous repreniez l'éducation de ce patient, qui en plus vous présente une ordonnance. C'est génial. Vous avez l'ensemble des médicaments. Il prend quoi? Il prend du glibenclamide. C'est un sulfamide hypoglycémiant. Il prend de la metformine. Donc 2 antidiabétiques oraux. Vous avez 2 antidiabétiques oraux. Sur votre brouillon, un seul mot doit apparaître. Arrêtez ces antidiabétiques. Vous savez que en gros ça va pas bien se passer pour ce patient. Il y a un moment il faudra absolument arrêter les antidiabétiques oraux. Faire un relais par insuline. Ça va sans doute être coté, voire même vous coûter quelques points si jamais il y a des points négatifs. Il prend nicardipine, inhibiteur calcique, aspirine. Aspirine, c'est un anti-agrégant pareil. Probablement qu'il va falloir l'arrêter si jamais votre patient saigne à un moment. Vous le trouvez légèrement somnolent, donc trouble de la conscience, à jeun, etc. Tout de suite, vous y pensez. Déficit sensitif au moteur du membre supérieur gauche. Ça, c'est ce qui s'appelle en neurologie un signe de localisation. C'est fondamental, ça vous permet dès le début de savoir qu'il se passe quelque chose au niveau hémisphérique droit, cortical. Il y a quelque chose dans la tête de ce monsieur qui donne un signe focal et il est situé à droite au niveau cortical. Les signes négatifs, comme toujours, aussi importants que les signes positifs, pas de déficit au membre inférieur, pupille ok. Et les constantes, là il faut faire attention. Toujours les constantes de toute façon c'est important, mais encore plus lorsque la pression artérielle et systolique est supérieure à 200, 225, 110 c'est monstrueux, votre patient a une crise aiguë hypertensive. Si jamais on devait résumer finalement cet énoncé en quelques mots, on dirait quoi? On dirait que c'est un patient qui quand même a l'air d'un patient bien polyvasculaire. Il est tabagique, hypertendu, diabétique, plus de 50 ans, il a tous les facteurs de risque du polyvasculaire. Il vient pour une céphalée brutale. Il a plein de traitements, probablement qu'il faudra tous les arrêter, ou au moins en arrêter pas mal. Il a un signe de localisation, c'est essentiel, qui vous permet de savoir où ça se passe, et surtout il a une HTA monstrueuse. On poursuit, donc quelles sont les hypothèses diagnostiques que vous évoquez? Céphalée brutale avec un déficit neurologique localisé. Céphalée brutale, c'est pas céphalée brutale comme ça, c'est céphalée brutale avec déficit neurologique, vous évoquez quoi? D'abord, vous évoquez un accident vasculaire. Que ce soit un accident vasculaire hémorragique, et je vous conseille plutôt de dire hématome intraparenchymateux, ou ischémique, et à ce moment-là, il est constitué, et vous dites infarctus cérébral. Pareil, toujours, vous localisez vos hypothèses diagnostiques. Il a un déficit à gauche, ça veut dire qu'il a une lésion à droite. Si vous n'avez pas localisé, vous n'avez pas de points, c'est normal. L'autre hypothèse devant une céphalée brutale, c'est l'hémorragie méningée. Et lorsque vous avez une hémorragie méningée avec un signe de localisation, c'est qu'il n'y a pas que l'hémorragie méningée, c'est qu'il probablement il y a un hématome intraparenchymateux plus une hémorragie méningée. Ça s'appelle une hémorragie cérébro-méningée. Enfin, vous avez un patient diabétique. En plus, sous sulfamide, vous savez que la complication des sulfamides, c'est les hypoglycémies. Il vient avec un déficit neurologique. Si vous évoquez pas une hypoglycémie, vous n'avez pas de points. 0, c'est normal. Enfin, crise comiciale partielle et processus expansif, notamment une tumeur. C'est une cause de céphalée à travers une hypertension intracrânienne. Ça peut être une cause de signe neurologique focal. Votre bilan paraclinique en première intention, qu'est-ce que vous faites?
Comme toujours, lorsque vous demandez un bilan paraclinique, la première chose à faire, c'est d'organiser votre réponse. Vous allez suivre un plan, vous suivez celui que vous voulez, ça m'est égal, mais vous suivez un plan, moi je vous propose celui-ci. Vous dites, pour le diagnostic positif. Pour le diagnostic positif, ce que vous demandez, c'est une imagerie cérébrale, et pas n'importe laquelle, vous demandez un scanner sans injection. Si vous l'injectez, si vous faites une IRM, c'est pas bon, vous n'avez pas de points. Parce que ici, ce que vous recherchez, c'est un saignement. C'est une urgence thérapeutique. Il faut absolument faire un examen rapidement pour au moins éliminer ou chercher un hématome ou une hémorragie méningée. En tout cas, quelque chose qui saigne. Ça se voit au scanner sans injection. Après, vous avez une PA supérieure à 200. C'est énorme. Il faut absolument évaluer le retentissement de cette crise hypertensive, ou même on va avoir plusieurs d'urgence hypertensive en fait. Et le retentissement, il s'évalue sur le poumon avec une radio, vous recherchez un œdème aigu pulmonaire. Sur le rein, vous faites un bilan rénal pour rechercher une néphrangioschlérose aiguë avec une insuffisance rénale. Vous faites ECG troponie, vous recherchez un syndrome coronarien. On l'a dit tout à l'heure, vous avez un patient diabétique avec un signe neurologique focal, vous ne croyez pas trop à l'hypoglycémie, mais si vous ne faites pas de glycémie capillaire, si vous évoquez pas l'hypoglycémie, c'est plein de points en moins. Ici c'est 2 et tout à l'heure c'était 0 dans les hypothèses diagnostiques. Après on vous donne l'examen. Comme d'habitude, il faut interpréter l'examen, ça va être la question suivante, on va le faire ici tant que les images sont là. Quand vous interprétez un examen, il faut suivre un plan. Je vous propose un plan en 3 parties. En fait, on va commencer par d'abord, comme toujours, préciser l'examen en question. Ici, c'est un scanner cérébral sans injection. Alors même si vous n'avez pas demandé ça à la question précédente, à ce moment-là, vous tournez votre feuille, vous revenez à la question précédente et vous le demandez. Parce qu'il faut quand même assurer un minimum de cohérence dans votre dossier. Donc si on vous dit que vous réalisez un scanner cérébral non injecté, c'est qu'a priori, c'est ce qu'il fallait mettre à la question précédente. Puis vous le décrivez. La description, c'est vraiment une description factuelle, on ne vous demande pas de diagnostic, on vous demande de décrire. Pour décrire, il faut commencer par le mot image. Image quoi? Image hyper dense, spontanément hyper dense, ou située au niveau hémisphérique à droite. Est-ce qu'elle est systématisée? Non, c'est une image hyper dense, hémisphérique droite non systématisée. Vous voyez bien qu'elle ne suit pas de systématisation particulière. Et autour, ce que vous voyez là, en hypodense, c'est donc une image hypodense périlésionnelle, ça s'appelle de l'œdème. C'est de l'œdème, c'est de l'eau. La conséquence de ça, c'est qu'en fait, ça va faire une hypertension intracrânienne et ça va faire un effet de masse parce que ça prend de la place. Effet de masse, du coup, sur le ventricule latéral droit. Vous voyez bien qu'ici, il est déformé, il est tout écrasé. Et en plus de cet effet de masse, lorsque vous tracez la ligne médiane de votre cerveau, vous voyez bien ici qu'il y a une déviation de cette ligne médiane, un engagement, on va appeler un engagement sous-falcoriel, c'est-à-dire qu'il y a carrément une partie du cerveau qui va passer sous la faute du cerveau. Dernier signe associé, que vous voyez ici, vous voyez bien clairement, il n'y a pas de place dans votre cerveau, vous n'avez plus de sillons corticaux, il y a vraiment une hypertension intracrânienne manifeste sur le scanner. Donc encore une fois, ne vous jetez pas sur l'hématome intraparenchymateux, regardez les signes associés, ça va compter autant sinon plus de points, recherchez l'effet de masse, recherchez l'œdème périlésionnel, recherchez l'hypertension intracrânienne. Et enfin, tout à l'heure, on avait dit que ça peut être une hémorragie cérébro-méningée. Donc ce qu'on regarde, c'est est-ce que j'ai du sang au niveau des espaces ici sous-arachnoïdaux, au niveau des sillons corticaux? Non. Donc a priori, c'est un hématome intraparenchymateux isolé, sans hémorragie méningée. Alors, on voit la correction, comme on a dit, 1. Examen, scanner sans injection. 2. Description, image. C'est le mot qui doit vous aider si vous voulez à embrayer. Vous partez pas directement sur le diagnostic, c'est image hyperdense non systématisée. C'est essentiel parce que sinon ça s'appelle un infarctus. Si par exemple, évidemment ce serait pas hyperdense, mais la différence principale entre l'infarctus et les hématomes intraparenchymateux en dehors de la densité, c'est la systématisation. Deuxièmement, œdème périlésionnel qui va être hypodense avec un effet de masse et donc un engagement sous-falcoriel avec une déviation de la ligne médiane, c'est pareil. Enfin, pour éliminer l'hématome, l'hémorragie méningée, pas d'hyperdensité des espaces sous-arachnoïdaux. Conclusion, et c'est seulement maintenant que vous annoncez les diagnostics. Conclusion, le diagnostic le plus probable, c'est quoi? C'est un hématome intraparenchymateux hémisphérique droit. Le côté, c'est essentiel. Pas de côté, pas de point. C'est vraiment important en neurologie en particulier de toujours localiser votre
diagnostic secondaire à une urgence hypertensive. Pourquoi urgence hypertensive? Parce que vous avez une pression artérielle supérieure. Alors, pression artérielle supérieure à 180 et ou 110. Ça, c'est ce qu'on appelle une crise aiguë hypertensive. Si jamais, avec ça, vous avez une complication qui met en jeu le pronostic vital, il n'y en a pas 20 000, ces complications, c'est soit un hématome intraparenchymateux cérébral, soit un œdème aigu pulmonaire avec une défaillance hémodynamique, soit par exemple une insuffisance rénale aiguë sur une néphrongiosclérose, bref. Ça, à ce moment-là, et à ce moment-là seulement, ça s'appelle une urgence hypertensive. Il faudra mettre un antihypertenseur parentéral. Ne confondez pas urgence hypertensive avec HTA maligne. HTA maligne, c'est quoi? C'est lorsque vous avez la pression artérielle diastolique supérieure à 130. Ici, elle est 110, donc c'est pas une HTA maligne, c'est une urgence hypertensive, autrement dit une crise aiguë hypertensive avec une complication mettant en jeu le pronostic vital. Prise en charge thérapeutique initiale. Donc, il s'agit d'un AVC, tout AVC peut être hospitalisé en unité de soins intensifs neurovasculaires ou en réanimation, puisque sans doute que votre patient va s'aggraver. On l'a dit dès le début, dès l'énoncé, votre patient est sous antidiabétique oraux. Il faut absolument que vous arrêtiez le glibenclamide et la metformine et vous fassiez un relais par insuline. Pas de relais, pas de point. Enfin, pareil, votre patient est sous aspirine. Il a de l'aspirine et il saigne dans sa tête. Il faut absolument arrêter immédiatement l'aspirine, même si l'effet n'est pas immédiat. Vous poursuivez l'aspirine, vous avez 0 à la question. Enfin, il faut le mettre évidemment le patient à jeun, il avait des troubles de la conscience. Le traitement symptomatique, comme toujours, c'est le traitement des axos, des agressions cérébrales systémiques d'origine secondaire. Les axos, il y en a 5. Ceux qui vont compter ici, ce sont lesquels? 1. D'abord la lutte contre l'hypertension intracrânienne. On l'a vu sur le scanner, votre patient a une hypertension, il faut absolument lutter. On ne vous demandera pas les détails, mais éventuellement lui mettre du mannitol, éventuellement lui mettre des corticoïdes, lui mettre de miaci. C'est un patient diabétique, il faut absolument lutter contre l'hyperglycémie. Insulinothérapie, vous l'avez déjà mis, vous le remettez, c'est pas grave. Et les autres axos, c'est l'hypoperfusion cérébrale, et ça c'est important. Il faut, dans tous les AVC de façon générale, respecter l'HTA compensatrice et maintenir, si ce n'est pas le cas, une pression artérielle moyenne, au moins au-dessus de 100 pour permettre une bonne perfusion cérébrale. Le traitement étiologique, c'est finalement celui de la crise aiguë hypertensive. On a dit que ça s'appelait une urgence hypertensive. À partir du moment où il y a une complication qui met en jeu le pronostic vital, il faut mettre un antihypertenseur IVSE, la nicardipine. L'objectif tensionnel, c'est modéré et progressif. Ça vaut des points, il faut le préciser. Parce que si vous faites chuter la pression artérielle trop rapidement, eh bien vous allez avoir une ischémie cérébrale pour aggraver le pronostic neurologique. C'est pas malin. Enfin, rechercher un facteur déclenchant, c'est toujours à garder dans un coin de sa tête. Les mesures associées, c'est la prophylaxie anticomyciale, parce que votre patient, en gros, a un hématome intracrânien. Il faut absolument lui mettre une prophylaxie, sinon il va sans doute criser. Et il faut le surveiller. Alors, on passe un peu après cet épisode aigu. On est au 7e jour de hospitalisation, on en déduit que le patient a survécu, tant mieux. Et l'infirmière vous appelle pour une douleur thoracique. Alors comme vous êtes en mode interne, vous réalisez un ECG. Et la question suivante, vous imaginez bien, ça va être interpréter le ECG. Alors on va le faire ensemble. Comme pour les imageries, il faut avoir un plan d'interprétation, c'est toujours le même. Je vous conseille de prendre les choses dans l'ordre. Fréquence, onde P, QRS, ST, onde T. Faites les choses dans l'ordre, vous n'oublierez rien. Vous jetez pas sur le signe. Ici, tout le monde voit qu'il y a un sous-décalage du ST. Si vous partez direct sur le sous-décalage du ST, vous allez oublier plein de choses. En tout cas, quelques trucs au moins. Alors, on va dans l'ordre. La première chose, c'est la fréquence. Vous voyez qu'ici, en gros, vous avez presque 300 divisé par 2,5, presque 130, 140 de fréquence cardiaque. Il y a donc une tachycardie. La deuxième chose, c'est est-ce que mon rythme est sinusal ou pas? Je regarde mes ondes P. Oui, j'ai des ondes P. Je regarde ici en 2, oui, j'ai des ondes P, ok. Rythme sinusal, tachycardie. Après mes QRS, j'ai du QRS fin, monomorphe. Vite fait, je regarde mon axe, je regarde VF positif, D1 positif, donc il est bien au milieu
J'ai bien un axe, on prend entre 0,90, ça me suffit, axe normal. Maintenant on passe aux choses intéressantes. Sous-décalage du segment ST. Et le plus important, c'est pas de dire sous-décalage du segment ST, c'est de dire où. De dire qu'il y a un sous-décalage du segment ST, c'est bien. Dire qu'il est en V5, V6, D1, VL, et même ici un peu de D2, c'est essentiel parce que c'est ça qui vous permet de localiser votre infarctus, et là, en tout cas votre syndrome coronaire aigu. Et donc là ici c'est le territoire latéral du ventricule gauche. Donc si vous avez bien un syndrome coronaire aigu du territoire latéral, et pareil, vous avez d'autres signes, d'autres anomalies de la repolarisation avec la négativation des ondes T dans ces mêmes territoires. Donc, d'abord vous dites qu'à l'examen, ECG 12 dérivation de repos, fréquence égale tachycardie, ça vous rapporte un point, c'est toujours ça de prix, risque sinusal ok, QRS fin axe normal ok, sous décalage du segment ST, V5 V6 D1 VL égale territoire latéral, c'est ça le plus important, V5 V6 D1 VL égale territoire latéral, onde T négative dans les mêmes territoires. On conclut donc qu'il s'agit d'un syndrome coronarien aigu sans élévation persistante du segment ST. Ça s'appelle un STA non ST+. Parfois vous voyez aussi STA ST-. Moi je vous conseille plutôt de dire STA non ST+, parce qu'il y a des STA non ST+, qui n'ont pas forcément de sous-décalage du segment ST, qui lui en fait est un signe de gravité du STA non ST+. Donc STA ST-, ça peut porter à confusion et faire croire que c'est des STA avec des sous-décalages du ST. Préciser, et c'est toujours côté le territoire latéral. Et enfin, dans les syndromes coronaires aigus sans élévation du ST, ce qui est important, c'est de préciser le risque. Quel est le risque que mon STA devienne un STA ST+. Ce risque-là, il s'évalue sur 4 facteurs. C'est consensuel, c'est la Haute Autorité de Santé qui le dit. Les facteurs, c'est 1, le terrain. Est-ce que vous avez un patient diabétique avec des facteurs de risque, des antécédents d'infarctus? 2, c'est un facteur biologique. La troponine, est-ce que vous avez une troponine positive ou pas? Mauvais pronostic si elle est élevée. 3, facteur clinique, est-ce qu'il y a une défaillance hémodynamique? Et 4, c'est l'ECG, est-ce que j'ai un sous-décalage du segment ST? C'est un signe de gravité. Ces 4 facteurs-là, en fait, vous permettent de stratifier le risque. Si jamais ils sont présents, ça s'appelle un risque élevé, il y a un tableau à regarder dans les conférences de consensus. Et lorsque vous avez un risque élevé, il faut faire la choro en urgence. Question 6, quelle va être votre prise en charge en urgence, justement? Alors, encore une petite astuce de rédaction. Lorsqu'on vous demande une prise en charge, vous ne jetez pas sur le traitement. Prise en charge sans autre précision, c'est prise en charge diagnostique, prise en charge thérapeutique. N'oubliez pas la prise en charge diagnostique, c'est dommage. Ici, il faut rechercher les signes de gravité, justement, de CSA non ST+, on l'a dit. Ce sont les signes d'insuffisance cardiaque. Est-ce que mon patient a une défaillance hémodynamique associée? Est-ce que mon patient a une troponine positive? Il faut doser la troponine en urgence. Ce sont 2 critères de gravité de notre SCA d'un ST+. On va demander un avis cardio parce qu'a priori vous êtes en réa ou en neurologie, donc vous n'êtes pas cardiologue. Vous allez probablement, même très probablement, mettre un anti-ischémique, des bêta-bloquants pour contrôler sa fréquence cardiaque, tout en faisant attention de ne pas trop baisser sa pression artérielle. Et comme c'est un SCA non ST+, mais un risque élevé, il faudra faire une coronarographie le plus rapidement possible. Si vous voulez, la subtilité dans ce dossier, c'est est-ce qu'on met, est-ce qu'on met pas les antithrombotiques. Et comme toujours aux ECN, lorsque vous n'êtes pas sûr, lorsqu'un point est un peu propice à discussion, eh ben ne choisissez pas, argumentez. On vous demande pas d'être cardiologue, on ne vous veut pas dire oui je lui mets l'aspirine, non je lui mets pas l'aspirine, on est à distance ou pas de l'AVC. Ce qu'on va demander, c'est d'y penser et de dire que vous avez bien compris les enjeux. Vous savez bien qu'il y a 2 risques. 1, c'est le risque d'évolution vers un CAST+. 2, c'est le risque d'hémorragie intracérébrale. Il faut les mettre en balance et c'est une concertation pluridisciplinaire qui fera oui on en met, non on n'en met pas. Mais vous, ce qu'on vous demande, c'est de discuter, mais pas juste de dire on discute des antithrombotiques, comme c'est trop souvent le cas. Il faut dire on discute parce que on en mettra si, on n'en mettra pas si. Voilà. 7ème question, examen complémentaire, de vous programmer rapidement afin de faire le bilan du terrain. On vous a vu, c'est un patient qui arrive avec son hypertension, son diabète, son tabagisme. Clairement,
il n'est pas là par hasard. Il est là parce que c'est finalement un patient qui n'est pas suivi. Son diabète et son HTA sont probablement non contrôlés. Il faut faire le bilan du terrain, c'est indispensable pour le patient. Alors on fait les choses dans l'ordre. Un bilan du diabète. Il vous dit qu'il n'a pas eu son médecin depuis 2 ans. C'est-à-dire que de toute façon, il faut absolument qu'il ait un examen ophtalmo avec un fond d'œil et ou une angiographie pour rechercher sa rétinopathie diabétique. Pareil, il faut absolument évaluer sa fonction rénale pour rechercher une néphropathie diabétique, ionourée-créate, protéinurie des 24 heures avec microalbuminurie. Pareil, dosage de l'hémoglobine glyquée, glycémie à jeun. Tout ça, c'est le bilan du diabète. Vous avez un patient diabétique sous antidiabétiques oraux non suivi. Il vient pour un AVC. Vous ne le laissez pas repartir après avoir traité son AVC. Vous faites le bilan de ces maladies de fond. Idem pour l'HTA. Il vient sur une urgence hypertensive avec une pression artérielle à 200. Elle n'est pas équilibrée. C'est assez évident. Il faut absolument, que vous recherchiez tous les facteurs de risque cardiovasculaire. Et en particulier, par exemple ici, faire une exploration d'une anomalie lipidique pour rechercher une dyslipidémie et lui prescrire des statines. Qui dit une localisation dit toutes les localisations à rechercher. Écho-Doppler des membres avec l'index de pression systolique, des troncs supra-aortiques, ça sera recherché. Enfin, évaluer le retentissement sur le cœur en lui-même, rechercher une cardiopathie, qu'elle soit hypertensive ou ischémique. Il faut lui faire une écho transthoracique au moins pour évaluer sa FEVG. Détailler le projet thérapeutique au long cours. C'est-à-dire en gros, une fois qu'il sort de votre patient, de votre hôpital, qu'est-ce qu'il devient ce patient? Eh bien, c'est l'enjeu de cette question numéro 8. Alors, comme on est dans des pathologies chroniques, ce qui fait toujours bien, c'est de mettre pluridisciplinaire global, médecin traitant, c'est important, c'est le médecin traitant qui va prendre en charge ce patient au décours. Il faudra, comme toujours dans une pathologie chronique, éduquer votre patient, et pour éduquer votre patient, il faut lui donner des objectifs chiffrés, c'est à compte et c'est à mettre. Quel est votre objectif de PA? 130/80, c'est un patient diabétique, donc on vous rappelle, la PA doit être à 130/80. Glycémique, il a pour l'instant une bithérapie orale, il doit être à une HbA1c inférieure à 6,5. Et enfin, on a dit c'est un patient non observant, il n'a pas eu de médecin depuis 2 ans, il faut faire une éducation sur l'observance. Mesure hygiéno-diététique, patient tabagique, si vous ne mettez pas arrêt du tabac, 0. Il faut y penser. Il faut en tout cas l'avoir sur votre brouillon. Là, c'est une question un peu fourre-tout. Il y a plein de choses à mettre. Marquez-le sur votre brouillon. Barrez-le en fin de dossier lorsque vous avez fini de tout rédiger. Si c'est pas barré, c'est que vous l'avez oublié. Si vous l'avez oublié, c'est que vous encourez potentiellement un PMZ. Exercice physique, régime diététique, tout ça, classique, la statine. Le traitement du diabète, a priori, on va reprendre sa bithérapie. On va voir comment ça se passe. Si jamais c'est toujours pas contrôlé, 1 mois ou 3 mois, a priori on va dire 1 mois parce que c'est quand même grave, il va sortir avec son insuline. Pour l'HTA, ici il a clairement une HTA résistante, il était sous inhibiteur calcique seul, clairement ça suffira pas, d'autant plus qu'il vient de faire un syndrome coronaire aigu, donc l'anti-ischémique, le bêta-bloquant va être nécessaire, de même que l'IEC, il est diabétique, on le rappelle, il doit avoir son IEC. Pathologie chronique égale LD 100%, surveillance à vie. La surveillance du diabète, c'est simple. Je vous propose de le faire en 3 parties. Surveillance quotidienne par le patient, BU glycémie. Surveillance trimestrielle par le médecin traitant, HbA1c, carnet de surveillance, blabla. Surveillance annuelle par le spécialiste, le fond d'œil, l'écho s'il faut faire une écho, etc. En conclusion de ce dossier, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est un dossier long, certes, mais c'est un dossier finalement assez typique de ce qu'on peut vous demander dans le diabétique hypertendu. C'est le genre de dossier qui vous fait un peu paniquer parce qu'il y a plein de choses à dire, il a plein d'antécédents, il y a plein de zéros potentiels, et il faut absolument garder votre calme, rester organisé, avoir un bon brouillon pour vous en sortir correctement. Et retenir quoi? Retenir que vous êtes en neurologie, il faut localiser, toujours localiser, si les signes sont à gauche, c'est à droite, il faut le dire. Vous regardez un scanner cérébral, il ne faut pas oublier les signes associés. Le DEM, la HIC, l'engagement, ça vaut des points, ça influe le pronostic énormément, c'est important. L'HTA compensatrice, c'est à respecter quel que soit l'AVC. Simplement, c'est pas toujours le même seuil de tolérance. D'un point de vue méthodologique, lorsque vous ne savez pas, lorsque c'est un peu propice
à discussion comme ici, les antiagrégants, il faut le discuter, mais il faut pas dire je discute les antiagrégants, il faut dire je mets des antiagrégants si, je mets des je n'en mets pas car, et quels sont les risques dans chacun des cas. Enfin, antidiabétique dans l'énoncé égale arrêt, pareil, tabac dans l'énoncé égale arrêt. Ne pas oublier que votre patient il vient avec son terrain, et lorsqu'il a un terrain tel que celui-ci, il faudra forcément à un moment faire le bilan et le prendre en charge. Et n'oubliez pas, toujours préciser les objectifs lorsque vous avez une pathologie chronique. Une HTA, vous précisez l'objectif de pression artérielle. Un diabète, vous précisez l'objectif d'hémoglobine glyquée. Donc finalement, les items qu'on a abordés, c'est les AVC, le diabète, l'HTA, avec notamment la crise hypertensive. Il y a une conférence de consensus que je vous invite à aller regarder. Et enfin, les syndromes coronaires aigus, l'angor et l'infarctus.